Je vois une question qui commence à faire sa place dans tous les esprits. Sachant que l'airdrop de Zcaching vient tout juste de passer, et que celui de Layer 0 aura vraisemblablement lieu avant la fin du mois, eh bien qu'est-ce qui nous reste, quelles sont les prochaines étapes, et surtout qu'est-ce qu'on va faire cet été? Je sais pas si tu te rappelles, mais il y a un an tout pile, on était sur le testnet de Linéa à farmer les quêtes. Autant te dire que je préfère clairement la position d'aujourd'hui, là où on est finalement en train de récolter le fruit de notre travail. Alors voilà, maintenant que j'ai posé le contexte, on va checker quels sont les prochains airdrops qui risquent d'être intéressants. Déjà, tout premier point que j'ai vu mentionner à plusieurs reprises, c'est tout simplement qu'il n'y a plus de projets avec un énorme funding qui n'ont pas fait d'airdrop. Ou alors s'il en existe, ils sont très peu, voire même très avancés dans leur campagne. Je sais pas, par exemple, si on regarde le certain Consensus du coup pour Linéa, eh bien effectivement ils ont levé 725 millions mais pour Consensus. Donc l'entreprise derrière Linéa et pas juste Linéa. En plus de ça, Linéa ça fait un petit peu moins d'un an que c'est disponible en mainnet, mais par contre on a déjà commencé à le farmer il y a plus d'un an avec la campagne sur testnet. Et vu le nombre de campagnes qu'on a déjà fait, effectivement se positionner aujourd'hui ça paraît très compliqué. Par contre, il y a peut-être quelque chose que tu oublies, et pour ça je vais prendre l'exemple d'Eigenlayer. En réalité, un certain Eigenlayer, ça fait pas si longtemps que ça que c'est coté à ce niveau-là. Si on regarde en fonction des levées de fonds, en février dernier, Eigenlayer ne passait même pas les 100 millions de fonds levés. C'est donc vraiment à partir de cette date, quand ils ont levé 100 millions de chez A16Z, ils sont passés dans les radars de quasiment tout le monde. Et le truc, c'est qu'Eigenlayer, on pouvait le jouer depuis bien avant. De mon côté, j'ai commencé à me positionner dessus en août 2023. Le truc, c'est juste que c'était moins reluisant parce qu'il n'y avait pas des levées de fonds à 9 chiffres. Mais ça veut pas non plus dire que le projet était nul, voire inexistant avant. C'est juste l'évolution normale des choses. Plus un projet a tendance à devenir mature, plus il va réussir à lever des fonds facilement. Donc là, ce que je viens de t'expliquer, c'est tout simplement que beaucoup de projets qui ont levé peut-être entre 10, 20, 30 millions, et bien si ça se trouve, avant la fin de l'année, on va se rendre compte que ce sont des projets qui ont levé finalement 9 chiffres. Pour prendre un exemple dont on va parler un petit peu plus tard dans la vidéo, on peut checker sur Hyperlane. Et Hyperlane, sa seule levée de fonds, elle a été en septembre 2022. Comme d'habitude, on s'arrange pour poser le contexte, et septembre 2022, c'était juste ici avec un bitcoin aux alentours de 19 000 $. Autant te dire que ça ne m'étonnerait absolument pas que dans les prochains mois, on voit un Hyperlane lever 50 millions supplémentaires par exemple, ce qui d'un coup et d'un seul le mettra sur le devant des radars et fera en sorte qu'il y aura plein de monde qui va s'y intéresser. Alors que nous en réalité ça fait déjà plusieurs mois qu'on commence à se positionner dessus. Je pense qu'Hyperlane n'est clairement pas le seul dans ce cas de figure, on pourrait avoir de grosses surprises sur des levées de fonds assez importantes dans les prochains mois. Il pourrait faire passer plein de projets qui ont levé des sommes assez sympathiques à plutôt des projets qui ont levé des sommes vraiment colossales. Voilà donc pourquoi je n'ai pas l'impression que c'est vraiment la fin des airdrops comme on peut le lire un petit peu partout sur Twitter. Les prochains projets qui vont faire les gros airdrops de demain sont juste sous nos yeux, ils ont juste pas encore levé assez de fonds pour qu'on puisse les détecter facilement. Voilà, maintenant qu'on a fait tout ce blabla pour poser le contexte, on va pouvoir regarder ce qu'il y a à faire. On va donc refaire un tour du côté des Layer 2 qui ont levé des fonds et qui pourraient se positionner un petit peu à la Zcaching. Spoiler, il y en a une qui s'appelle Scroll et qui est déjà en train d'utiliser exactement le même playbook. Et pour rappel, Scroll c'est un Zero Knowledge Rollup qui a lancé en octobre dernier. Le réseau a quand même eu une histoire assez chargée, donc on va en parler très vite. Déjà en octobre-novembre dernier, il y a eu une campagne pour choper un NFT Soulbound, c'est-à-dire non transférable, et celui-ci était obtenable en déployant un smart contract sur la blockchain. Déjà, si tu l'as chopé, c'est probablement une très bonne chose. Ensuite, en février-mars dernier, ils ont fait l'annonce qu'ils allaient sortir un modèle à points, un modèle à quête. Ça n'a vraiment pas fait l'unanimité et finalement, ça a été clôturé. Quelques mois plus tard, allez, on va dire en avril-mai, ils ont finalement décidé de quand même lancer un modèle à points qui s'appelle les Marks et qui est quand même un poil plus smart. C'est un modèle qui récompense rétroactivement les personnes qui ont de l'activité sur la blockchain. Le modèle est mis à jour régulièrement, mais si tu avais de l'activité avant que celui-ci soit implanté, tu as chopé des bonus. Information intéressante, aujourd'hui, il n'y a que 3 façons de choper des Marks. La première, c'est de bridger, la deuxième, c'est de payer des frais de transaction sur le réseau, et la troisième, c'est de détenir de l'Ethereum ou alors des versions alternatives d'Ethereum directement sur Scroll. C'est une des premières versions de ce dashboard et il sera très probablement mis à jour de façon rétroactive pour inclure l'activité DeFi. C'est-à-dire que si tu as posé de la liquidité, que ce soit sur un AV, sur un Ambient ou sur d'autres projets qui sont disponibles sur Scroll, il y a de très bonnes chances que ce soit pris en compte de façon rétroactive et que ça donne énormément de points. Finalement, c'est pas si éloigné du playbook de Zcaching, c'est juste qu'il est un petit peu plus transparent à ce niveau-là. J'en profite d'ailleurs pour te glisser un petit tips, si sur certains de tes wallets tu as le fameux NFT, eh bien je pense que c'est plus intéressant de focus sur ces wallets là plutôt que sur des wallets qui ne l'ont pas. On sait jamais, ça pourrait très bien être un multiplicateur. Et d'ailleurs si ça t'intéresse, la vidéo Airdrop Scroll qui date d'il y a 4 mois est toujours plus ou moins d'actualité, et elle fait un bon récap des différentes applications qui sont disponibles, je te la mettrai directement en description. Autre information, il y a un nouveau DEX qui devrait lancer le 19 sur Scroll normalement qui s'appellerait Nouri, et voilà une petite idée de ce que ça donne du côté de l'interface. Je pense que je ferai un tour dessus pour tester et pour regarder ce que ça donne quand ce sera live. Et pour rappel, un certain Scroll ça représente 80 millions de dollars levés, dont la dernière levée de fonds date d'il y a environ un an, en mars 2023. Pareil ici, c'est totalement possible que dans les prochains mois, on ait de nouveau l'annonce d'une autre levée de fonds. Un deuxième play sur lequel je souhaite vraiment avancer, c'est un certain Hyperlane. Si tu suis les vidéos et les lives, j'ai pas grand chose de plus à te montrer sur celui-ci. Globalement, il y a 4-5 applications que tu peux utiliser et qui vont passer effectivement par Hyperlane. La première, c'est Superform, qui est un agrégateur de yield. C'est
C'est-à-dire que tu peux prendre position sur des stratégies DeFi avec certains jetons à partir de quasiment n'importe quelle blockchain, et le bridge pour prendre position va passer par Hyperlane. Ensuite on a un bridge Merkle qui utilise Hyperlane qui est disponible juste ici dans Token Bridge. Ça permet de déplacer d'une blockchain à une autre jusqu'à 0,5 Ethereum. Attention cependant, les frais sont plus élevés que ce qu'on a l'habitude sur les bridges aujourd'hui, mais c'est une des meilleures façons aujourd'hui d'utiliser Hyperlane de façon organique. Et également une petite nouveauté qui est arrivée très récemment, c'est la capacité de faire un refuel en utilisant Hyperlane. Ça je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais c'est disponible sur plein de blockchains différentes, dont certaines que je n'attendais pas, disons un certain seuil. Et en troisième, on va avoir UseNexus, qui est une application un petit peu particulière qui permet de bridger vers Cosmos. Disons que d'un point de vue utilisation, je trouve ça pas exceptionnel, mais bon, ça permet de faire des transactions entre Cosmos, ou plutôt Celestia et EVM. Un exemple de route qui fonctionne bien, c'est par exemple de partir d'Arbitrum avec du TIA-N, voilà juste ici, et de venir le bridger vers Neutron. Ici, pour acheter du TIA-N, tu peux tout simplement passer par Jumper, il va te le proposer. Il y a encore quelques autres applications qui existent, mais soit c'est vraiment juste pour faire du farming et donc j'ai tendance à éviter, soit c'est des applications qui sont vraiment particulièrement niches. Pour Hyperlane, je me contente de jouer le playbook assez classique des bridges, c'est-à-dire le volume, les différentes blockchains, le nombre de transactions, etc. Bref, il n'y a pas 50 trucs à optimiser à ce niveau-là, juste utiliser de temps en temps à la place de ton bridge principal. On a également parlé à l'instant d'un certain Jumper, et je pense qu'ici aussi il y a un petit truc à faire, notamment via le profil et son modèle à niveau. Sur ce sujet, la référence pour gagner de l'XP, c'est ce tweet qui a été publié par Red et également son dashboard. Voilà ce qu'il a partagé avec les différentes façons de gagner des points. Il y a donc des points qui vont dépendre de ton nombre de transactions, des fonds que tu as bridgés, de ton volume de swap, et également du nombre de blockchains différentes que tu as utilisées via Jumper. Si tu es déjà pas mal actif sur Jumper et que tu as un bon niveau, c'est peut-être l'occasion de venir gagner encore plus de points. En effet, c'est très probable qu'il y ait moins d'activité lors des 2 prochains mois, et donc que tu puisses passer devant bon nombre de personnes avec plus d'activité. Ensuite, on peut également partir sur l'un des airdrops les plus controversés, il s'agit évidemment de Base. Là aussi, je devais citer un airdrop sur lequel il y a le plus d'incertitudes, je pense que c'est bien celui-ci. Et là où effectivement, on n'a vraiment pas beaucoup de garanties que le projet sera payant, ça reste très largement EV+ de se positionner dessus. En plus, tu feras certainement d'une pierre deux coups, car tu peux également jouer Optimisme 5 ou Optimisme 6. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de joli sur Base? Eh bien au niveau de la DeFi, l'application principale c'est Aerodrome. Aerodrome qui est un échange décentralisé un petit peu particulier, car c'est un VE33, c'est-à-dire que la yield qui est distribuée à chaque pool est gouvernée via un jeton. Ce jeton c'est le jeton Aero, et chaque personne qui en possède et qui décide d'en loquer peut voter pour les pools qui auront le plus de yield la semaine suivante. C'est un modèle qui est quand même assez populaire, mais attention, il y a quand même une petite part de Ponzinomics là derrière. Disons que la roue vertueuse est plutôt bien étudiée sur ce genre de projet. L'intérêt principal étant notamment de débarquer dessus et de farmer grâce à ça. Alors sur les pools 2, c'est clairement pas la yield la plus importante que tu pourras trouver, toute blockchain confondue. Je veux dire, pour de l'Ethereum USDC, on peut choper du 17%, ou encore ici, pour de l'USDC et USDBC, on peut choper du 11%. De mon côté, j'ai donc décidé de prendre position dessus avec du Wrapped Ethereum et du Wrapped Ethereum, là où la yield est clairement négligeable. Par contre, ça me permet de déposer de la TVL sur la blockchain, ce qui est un plus vraiment très sympathique quand on connaît les critères de ZK-Sync. Et également, je joue l'airdrop numéro 2 d'Eigenlayer et d'Etherfi. J'en attends vraiment pas grand chose, mais c'est une position alternative à simplement avoir de l'Ethereum ou alors du Wrapped Ethereum sur son wallet. D'autant plus qu'ici, il est véritablement actif sur la DeFi et que tu peux également choper quelques jetons. Ici, du Aero qui, pourquoi pas, pourrait peut-être à terme devenir un critère bonus. Concernant les petites applications très pratiques qu'on va pouvoir retrouver dessus, on va évidemment pouvoir utiliser du Jumper, et en alternative, qui n'a d'ailleurs toujours pas de jetons, tu trouveras un certain Odos. Pareil, c'est disponible sur Base, ça fera peut-être un airdrop un jour, même si j'en attends pas grand chose. C'est toujours du bonus et ça se prend avec grand plaisir. Et bon, il faut le dire quand même, au niveau de l'interface, je trouve que c'est super bien foutu Odos. Dans la même veine, tu retrouveras également un certain LlamaSwap qui fonctionne également sur Base, et qui est également très sympathique, même si pour celui-ci, je n'attends vraiment pas d'airdrop. En creusant un petit peu plus sur Base, on va également venir trouver du Moonwell et du AV, qui sont du coup deux projets qui permettent de faire du lending borrowing. Petit fun fact d'ailleurs, on peut également venir déposer de l'aérodrome dessus. La yield que tu peux retrouver dessus n'est clairement pas monstrueuse, mais sache que ça existe. De la même façon qu'on va également avoir un AV, un grand classique qui est disponible sur les réseaux les plus utilisés. En plus de tout ça, il y a plein de petites applications qui sont disponibles dessus, par exemple également Zora, sur lequel tu peux décider de minter via le réseau Base. Et encore une fois, si tu fais ça, c'est une transaction multi-usage. On notera également qu'une grosse partie des quêtes Layer 3 se passe sur Base, ce qui peut également être très sympathique. Autant te dire que Base c'est un petit peu en train de devenir le nouvel Arbitrum ou le nouvel Optimisme à l'époque, la Layer 2 principale. Et ça alors même que la majorité des gens ne voient absolument pas un jeton dans son avenir. Ensuite, en autre play que j'ai vu pas mal de monde ignorer, mais qui pour le coup me plaît quand même pas mal, c'est un deuxième airdrop du côté de Starknet. Il y a beaucoup de choses à en dire et on pourra peut-être discuter un petit peu de tout ça avec Abdel mercredi.
Donc si jamais, oui, mercredi 19 à 18h, on sera en live avec Abdel pour discuter Starknet. On parlera notamment du premier airdrop, de comment ça se gère en background, et également de ce qui se passe sur la blockchain en ce moment, avec notamment un certain Ekubo et un certain Nostra, pour ne pas les citer. De ce côté-là, pour un deuxième airdrop, il y a très clairement un tweet qui nous l'a teasé, et très probablement ce sera à la fin du Q3 2024, c'est-à-dire fin septembre. Alors comment est-ce qu'on peut se positionner là-dessus? La solution un petit peu simplette, c'est de se dire que ça sera exactement la même chose que le premier, et donc globalement de viser les mêmes métriques. En réalité, je pense qu'ils vont surtout regarder ce qui s'est passé du côté de Zcash et essayer de partir sur quelque chose comme ça, avec du coup un critère qui à mon avis deviendra un classique, le Time Weight Average Balance, c'est-à-dire les dollars moyens que tu as sur la blockchain sur une durée de temps assez longue. En plus de ça, je pense que ce serait pas trop déconnant d'avoir quelques jetons Star qui sont utilisés à faire de la gouvernance. De mon côté, c'est quelque chose que je ne souhaite pas acheter, donc j'en ai farmé via Ekubo, et il y a vraiment de quoi faire vu les différentes positions disponibles. Finalement, dernier projet que je vais mentionner dans cette vidéo, il s'agira d'un certain Linea, projet dont on n'entend quasiment plus parler aujourd'hui. Faut dire que niveau communication, c'est clairement au point mort, et en ce moment, la seule façon de le jouer, c'est d'avoir de la liquidité on-chain, ce qui est leur dernière campagne a priori. En tout cas, je l'espère très fortement, et qui devrait se conclure quand la blockchain aura plus de 3 milliards de TVL, ou alors en fin d'année. Ça dépendra donc de la première condition cochée. J'ai vraiment pas grand chose de plus à dire sur Linea, si ce n'est qu'il y a effectivement un dashboard pour traquer ton activité dessus, et si tu le souhaites, tu peux coller ton adresse ici pour regarder si effectivement tu as beaucoup de points ou pas. Pour te donner une idée, je pense qu'on va très clairement complètement se faire exploser sur cette phase de l'airdrop. Il suffit de regarder le premier qui a 450 millions de points, alors que l'utilisateur moyen est seulement à 36 000 points. On parle ici vraiment d'un écart monstrueux. Et ici finalement la grosse question, c'est pas tant de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien ton placement là-dessus, parce que très probablement tu te fais exploser tout comme moi, mais plutôt de savoir comment sera utilisé ce ranking et ce nombre de points. Est-ce qu'il y aura par exemple un certain pourcentage de l'allocation qui sera distribué en fonction de ces points-là, ou alors est-ce que plutôt comme un Zcashing, ce sera un multiplicateur sur l'activité qui a été générée via les LXP, et donc là effectivement ce sera probablement plus intéressant et largement plus fair. Malheureusement je n'ai pas la réponse, j'ai juste un petit peu de liquidité qui est posée dessus au cas où, mais je ne m'attends vraiment pas à grand chose du côté de Linea. J'ai l'impression que jusqu'ici ils ont vraiment fait des choses qui étaient relativement fair, sauf pour cette dernière campagne qui clairement avantage les baleines. Je veux dire, il suffit de regarder entre l'utilisateur moyen et l'utilisateur numéro 1, je viens de faire le calcul et il y a un multiple de fois 1350, ce qui est quand même un petit peu mieux que ce qu'on peut voir sur Prime Protocol, là où littéralement le top 10 des adresses a plus de 60% de la supply des points. Voilà, petite balle perdue parce qu'ils le méritent et surtout ils auront droit à leur petit swad en temps voulu. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour des plus gros plays qui se jouent aujourd'hui. Il y en avait quand même pas mal, je suis pas rentré plus que ça dans le détail, mais je suppose que si t'es arrivé jusqu'ici dans la chasse aux airdrops, tu es capable de faire les quelques petits derniers mètres qui te restent à faire pour trouver toutes les stratégies. A noter également qu'il y a possibilité d'un airdrop numéro 2 sur Wormhole, qui du coup se joue exactement comme le premier, en évitant de spammer les transactions si possible. Ensuite, il y en a plein d'autres, des plus petits et surtout des testnets qui commencent à pointer le bout de leur nez. Et oui, je sais, j'ai toujours la petite vidéo sur les testnets que je veux te sortir. Promis, c'est un sujet qui va sortir, mais en ce moment, il y a trop de trucs à droite à gauche que je préfère traiter ce qui est vraiment prioritaire. Voilà, j'espère que tu comprendras. Merci à toi de ton attention et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!